Niveau de menace russe qui continue d'augmenter, regardez. Ce qui est clair, c'est que le niveau de la menace augmente. On l'a vu avec Vladimir Poutine qui réarme la Russie en consacrant une part très importante de son budget et même de sa richesse nationale à son effort militaire, qui a décidé il y a quelques mois d'une conscription militaire la plus importante depuis 14 ans et qui clairement souhaite en découdre. La menace augmente, il faut répliquer à la communication et à la menace toujours plus offensive de la Russie. Oui. Vous le regrettez? Enfin, je le regrette, oui, je regrette un peu qu'on soit obligé de le faire, mais on est quand même obligé de le faire. La dissuasion, et notamment la dissuasion nucléaire, c'est des moyens et une crédibilité. Donc les moyens, on les a, il faut quand même le dire, le répéter, on les améliore sans cesse. On a des moyens très performants, on peut équiper 3 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins complets de missiles M51 à 6 têtes nucléaires. En gros, ça fait 3 fois 96 têtes nucléaires qui font chacune 5 fois Hiroshima. Plus la composante aérienne, vous avez une quarantaine de missiles qui chacun fait 20 fois Hiroshima. Des missiles à courte portée qu'on peut lancer depuis nos Rafales, des bases à terre ou depuis notre porte-avions. Donc on a une vraie force de frappe qui pour l'instant passe partout, qu'on ne peut pas arrêter et qui est évidemment ravageuse. De Gaulle disait, il avait donné comme ordre à un moment de la création de notre force de frappe nucléaire, il dit voilà, donnez-moi de quoi tuer 80 millions de Russes. On a atteint à peu près cette capacité, ça mérite d'être clair, mais on a atteint cette capacité au début des années 80 véritablement. Et on l'a toujours. Donc même si notre arsenal paraît petit par rapport à celui de la Russie tout simplement, en réalité il est suffisant pour détruire complètement la Russie. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est oui, il faut persuader son adversaire qu'on l'utilisera. Le cas échéant, qu'on n'hésitera pas à le faire. Donc il faut le rappeler, il faut faire des piqûres de rappel régulièrement et notamment répondre chaque fois qu'il y a une petite escalade verbale de l'autre côté. Maintenant, dernier point, là on parle de la montée des tensions, mais le nucléaire, ça ne protège pas de tout. Ça protège à peu près certainement du nucléaire, c'est-à-dire que s'il y a une attaque nucléaire, il y aura une riposte nucléaire également, et ça calme quand même assez largement les ardeurs. En revanche, pour tout le reste, c'est beaucoup plus flou. Et donc la menace, il ne faut pas être fort, il faut avoir dissuasion nucléaire, c'est sûr, mais il faut être aussi fort conventionnellement pour justement peut-être arriver ou freiner ou empêcher d'arriver au moment où on doit se poser la question de savoir si on utilise le nucléaire ou pas. Donc la vraie question en réalité, elle est dans le domaine conventionnel. C'est peut-être la raison pour laquelle on entend parler de commandes des États-Unis, de canons César, oui, etc. Michel Polaco, je sais que vous réagissez à distance, dites-nous tout. Je suis globalement d'accord. Je voudrais quand même vous dire que nous n'avons pas de déficit de communication sur nos capacités nucléaires. Depuis le premier tir à Reagan en 1960 de Gerboise bleue, le général de Gaulle avait dit hurrah pour la France et il avait véritablement médiatisé ce premier tir d'une arme nucléaire française. Et depuis, on a toujours médiatisé nos essais nucléaires, les essais de nos missiles. Il y a toujours eu des communiqués des ministères de la Défense successifs et on a toujours fait savoir que nous avions donc des outils qui étaient puissants, efficaces, crédibles et en quantité suffisante pour assurer ce que nous appelons la dissuasion du faible au fort. Comme l'a dit le colonel Goya, nous défendons un produit intérieur brut de tant de milliards et un nombre de citoyens de 80 millions. Et les Russes ne pourraient pas tuer plus de 80 millions de Français ni plus de 250 millions d'Américains. Donc, si vous voulez, nous avons toujours communiqué. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il va y avoir quand même une petite relance chez les Français parce que les chiffres qui ont été donnés là sont un petit peu faibles un peu forts par rapport à la réalité. Nous n'avons pas 3 jeux, nous avons 3 jeux de missiles pour nos 4 sous-marins, mais nous n'avons pas les têtes qui vont avec pour les 3 jeux de missiles, puisque nous affichons en gros 300 têtes, 54 têtes pour les avions de l'armée de l'air ou de la marine nationale, et puis à peu près 250 têtes pour les sous-marins. Donc si vous voulez, moi je ne serais pas très étonné, parce qu'on a voulu faire des grands gestes, on a supprimé les missiles solaires Pluton de l'armée de terre, on a réduit le nombre de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, on a réduit le nombre de missiles, etc. Je pense qu'il va probablement arriver, on va remonter un petit peu en nombre de têtes et en nombre de missiles qui pourront être utilisés. Pourquoi pas 5 ou 6 sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins
bas de l'écran, la France est-elle prête au choc? On parle depuis quelques heures. Oui, alors là, on va entrer dans la catégorie armes imaginaires pour l'instant. D'accord. C'est déjà une information. Oui, oui, tout à fait. On parlait de la théorie du fou pour Richard Nixon. Je pense que pour Vladimir Poutine, on est sur la théorie du fanfaron quand même. Donc on sort des armes miracles, des armes invincibles qui sont censées faire peur, impressionner. Le Poséidon, le principe, c'est d'avoir un drone sous-marin avec propulsion nucléaire à une capacité de portée illimitée, comme pratiquement tous les engins à moteur nucléaire, enfin il y a une grande portée. Alors on le voit, c'est colossal. C'est charge thermonucléaire et il serait censé à grande vitesse, malgré tout aussi, il serait censé provoquer par son explosion des tsunamis gigantesques et radioactifs qui engloutiraient un pays côtier, genre le Royaume-Uni. Bon, il faut être clair là-dessus. Peut-être que Benoît aura des précisions là-dessus, mais globalement, on est très loin de voir arriver cet engin. Donc pour l'instant, on est dans un peu de la fanfaronnade, il faut être très clair, et il est peu probable qu'on le voit un jour. Alors, mes mots qui résonnent avec le nouveau missile, le Bourrevesnik, qui est équipé lui d'un moteur nucléaire et dont la capacité est présentée comme quasi illimitée en termes de vol. C'est ça aussi, c'est l'accumulation. Oui, c'est toujours cette idée de sortir des choses nouvelles qui font peur, et la nouveauté, ça fait peur parfois. Donc là, on a l'idée d'avoir un missile de croisière, un peu comme un Tomahawk. En fait, c'est un Tomahawk à moteur nucléaire. Vous avez une propulsion initiale classique qui l'amène à une certaine vitesse. À partir de là, vous avez un moteur nucléaire qui fait tourner une turbine et à partir de là, vous avez une portée qui est quasiment illimitée. Vous avez un Tomahawk qui a une portée illimitée et qui peut porter une charge nucléaire. Donc oui, c'est très pratique, mais là encore, alors c'est moins science-fictionnesque que le Poséidon. Il y a un certain nombre d'essais qui ont été faits, qui ont quasiment tous raté, alors peut-être avec des morts au passage. Là, il y a peut-être quelque chose qui semble se dessiner de plus concret, mais encore une fois, ça reste très hypothétique. Et puis j'ajouterais, et alors, ok, d'accord, de la sorte comme ça, ils vont attaquer, au lieu d'attaquer avec un missile intercontinental, on attaque avec un missile de croisière. Et alors, la logique reste la même. La riposte peut se faire aussi bien. La riposte se fera de manière nucléaire, et par missile intercontinental plus classique. Ce sera peut-être moins nouveau, mais la logique est toujours la même en réalité. Merci, colonel. Michel Polaco, c'était la stratégie de la fanfaronnade, c'est ça votre expression? Théorie du fanfaron. Théorie du fanfaron. Vous partagez cette analyse? Oui, je partage tout à fait cette analyse. Je pense que ce sont des effets d'annonce qui évidemment permettent de nourrir la machine à faire peur et que malheureusement tout le monde tombe un peu dans le piège parce que ce n'est qu'une machine à faire peur. Puisqu'effectivement, aussi bien le missile que la torpille à propulsion nucléaire sont des engins dont on peut douter de l'utilité et de l'efficacité. Efficacité parce que c'est certainement très loin d'être au point. D'ailleurs, Vladimir Poutine lui-même disait il y a encore beaucoup de travail. Et puis l'utilité, à quoi ça peut servir d'avoir une torpille à propulsion nucléaire quand on sait que les Russes possédaient, en tout cas ils possédaient, maintenant ils en possèdent peut-être encore, des torpilles à charge nucléaire dont le but évidemment est de pouvoir détruire des sous-marins nucléaires d'attaque ou sous-marins lanceurs d'engins avec beaucoup plus d'efficacité. Mais tout ça, c'est de la gesticulation. Et en fait, si vous voulez, on est dans une espèce de débat. Dans le nucléaire, vous savez, vous avez la dissuasion du faible au fort, celle qu'a choisie la France. Vous avez celle du fort au fort, les États-Unis et l'ex-URSS ou la Russie. Et puis vous avez la dissuasion du fort ou du faible au fou. Alors est-ce que Poutine est fou? Est-ce qu'il n'est pas fou? Voilà, c'est ça les questions qu'il faut se poser. En fait, pour l'instant, il s'amuse un peu avec nos craintes, avec nos angoisses et avec nos populations. Autre spécialiste sur ce plateau, Benoît Huem, un spécialiste du nucléaire militaire. Vous êtes d'accord avec ça? J'aimerais vers vous. Oui, dans l'idée où là, en fait, on a, je dirais, deux pensées en fait qui s'entrecroisent. À la fois, et d'une part, c'est l'épée et le bouclier. Dans l'idée où vous avez en fait des missiles, qu'est-ce que vous faites en fait comme défense? Donc un bouclier antimissile, et là l'avancée technologique de l'un permet de prendre le pas sur l'autre, et vous avez aussi le dilemme de sécurité où quand vous avez deux pays qui sont plus ou moins en fait en concurrence et en affrontement, l'un commence en fait à hausser son arsenal et ses capacités technologiques, l'autre le voit comme une agression et enchaîne aussi à ce moment-là à sa poursuite. Et donc vient le mot escalade à l'esprit de tous, et je voudrais juste vous soumettre quelques mots de Dmitri Peskov à nouveau pour vous faire réagir. Il dit ceci: les États-Unis sont un pays souverain qui a le droit de prendre ses propres décisions, mais je tiens à rappeler
la déclaration du président Poutine: si quelqu'un viole le moratoire, la Russie agira en conséquence. On sait très bien qu'on est dans une guerre aussi psychologique, une guerre de communication, mais à chaque fois on ne peut quand même qu'interroger les faits derrière les mots. L'escalade, cette fois, est engagée sur la question du nucléaire? Alors, je pense que vous avez raison de souligner la bataille des mots et la bataille des réalités, parce que il faut mettre en parallèle ce qui n'est pas une victoire de la Russie en Ukraine, son piétinement tactique, opérationnel constant, et puis cette gesticulation dans le domaine stratégique répétée, parce que c'est pas la première fois. Il y a eu le Rechnik, qui est un missile balistique de moyenne portée qui est tombé sur Dnipro en novembre 2024. Donc il y a eu plusieurs fois où Poutine a essayé de jouer de cette gesticulation nucléaire pour faire peur et pour montrer qu'il était dans la catégorie des grands, alors que son engagement militaire ne prouve pas immédiatement, en tout cas, la supériorité de ses forces. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, quand même, c'est que si Poutine joue beaucoup sur ce tableau-là, c'est quand même parce que les Russes ont un certain nombre d'atouts technologiques en matière de missiles nucléaires. Donc c'est pas basé sur rien non plus. Et c'est pas sur rien, alors que les Américains sont dans une phase de renouvellement. Je crois qu'ils ont à peu près 8 programmes de vecteurs en renouvellement, 5 en termes d'ogives, et ils sont d'une certaine manière dans une période où les armes de modernisation vont arriver plus tard, au tournant des années 2030, comme nous, les armes de troisième génération vont arriver au tournant de 2035. Et là, les Russes font la preuve, même si toutes ces armes ne sont pas fiables, qu'ils ont des percées technologiques dans un certain nombre de domaines, reprenant d'ailleurs l'idée d'avoir un missile de croisière. Elle n'est pas nouvelle, elle avait été considérée notamment dans les années 90-2000 comme pas nécessaire dans le cadre justement d'une gestion de la dissuasion maîtrisée. Mais dès lors que vous êtes dans une gestion de la dissuasion qui n'est plus maîtrisée et que vous pouvez craindre l'emploi ou même simplement l'accident, parce que ces missiles, ils sont nucléaires parce qu'ils portent une charge nucléaire, mais parce qu'ils sont à propulsion nucléaire. Si les tests sont ratés, s'ils rentrent en collision, ils créeront des pollutions, même s'il n'y a pas une explosion nucléaire. Donc, vous voyez bien que vous rentrez dans un domaine particulier. Deuxièmement, il y a ce que vous avez indiqué. C'est vrai que c'est aussi une réponse au projet encore très hypothétique de Golden Dome de Trump, de développer des défenses antimissiles. Et il dit, vous voyez, avec un missile de croisière qui vole entre 15 et 200 mètres, on contournera ce dôme s'il existe. Alors tout ça, évidemment, c'est des postures. À la fois la défense antimissile complète de Trump et son Golden Dome. C'est la carte que vous avez en tête. Pardonnez-moi, je vous coupe pour nos téléspectateurs, qui montrerait que cette arme, ce Tchernobyl volant, pourrait aller de Moscou, par exemple, jusqu'à San Francisco. Sauf qu'il est lent, qu'il est lourd, que sa course est plus détectable qu'une autre, et donc il y aurait d'autres moyens de contrer. Mais ça, voilà, on ne va pas rentrer dans ce qui est aujourd'hui simplement une bataille de mots sur des missiles dont il n'est pas encore prouvé qu'ils étaient opérationnellement complètement développés. Et quant au Golden Dome, ce n'est qu'un projet. Je voudrais juste rappeler quand même un cadre, c'est qu'il y a un traité qui s'appelle New Start, signé en 2000.